Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par HMIBS. Aujourd'hui, nous allons parler solutions de chargement et de déchargement de machines. Pour ce faire, je reçois Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Nicolas et bonjour à notre audience. Donc, juste des petites consignes. Donc, si vous pouvez couper votre micro, votre flux vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on répondra à toutes les questions à la fin de ce webinaire. Donc, Vincent, aujourd'hui, on va parler chargement et déchargement de machines. Je vais commencer par me présenter. Je suis Nicolas Bouet, directeur général de la société HMI MBS. Présentation de notre société rapide. C'est une société qui existe depuis plus de 20 ans, qui a connu deux phases dans sa vie. Une première phase, on était un bureau d'ingénierie, plutôt spécialisé fin de ligne, et on intégrait des robots KUKA. Et depuis 2014, nous sommes en fait plutôt dans le négoce et nous avons fait le choix de commercialiser des produits avec des technologies innovantes et disruptives, tels que des robots mobiles MIR, donc des AMR, des systèmes de cerclage ergonomique de palettes ErgoPack, des cobots UR, c'est l'objet de ce webinaire aujourd'hui, et des systèmes de stockage, depuis cette année, des systèmes de stockage verticaux VLM de la marque Efimat. HMI MBS est une équipe de 40 personnes à votre service, qui est décomposée en différentes sous-équipes. Une équipe d'experts terrain, sachant que chaque équipe expert terrain est spécialisée par famille de produits, c'est-à-dire que les gens qui vont vendre de l'AMR ne vont pas vendre du Kobo, et ainsi de suite. Une équipe support technique pour aider nos clients à mettre en œuvre et à exploiter au mieux les produits que nous commercialisons. Une équipe SAV, tout le SAV est réalisé sur notre site de Saint-Martin-de-Bas à côté d'Orléans. Et enfin, une équipe support administratif. En 2021, HMI MBS a réalisé un chiffre d'affaires de 11,7 millions. Vincent, je vous laisse vous présenter, puis ensuite vous Ouais, pourrez nous présenter Robotique. tout à fait. Alors je suis Vincent Vendôme, je suis responsable commercial pour la partie Europe du Nord chez Robotique, qui couvre notamment le territoire français, d'où ma présence aujourd'hui ici avec vous. Alors Robotique, en quelques mots, alors c'est pas le nom de société le plus créatif qu'on aurait pu trouver, mais au moins on sait de quoi on parle. Et la lettre Q à la fin de Robotique signifie que la société a été créée en fait en 2008 à Québec, donc au Canada, donc une société québécoise. Sachant que toutes les opérations européennes chez Robotique sont réalisées depuis la France, depuis notre bureau à Lyon. Donc on est une équipe d'une dizaine de personnes, principalement des ingénieurs d'application en avant-vente, en après-vente, du support, de la maintenance. Donc tout ça, c'est réalisé depuis Lyon. Et en fait, notre métier, qu'est-ce que c'est? C'est la conception et la fabrication de solutions logicielles et matérielles qui s'adaptent sur les robots collaboratifs, dont les robots Universal Robots dont nous parlons aujourd'hui. Donc la gamme produit chez Robotique, on a été connu dès le départ pour nos préhenseurs, donc des pinces à deux doigts notamment qui s'adaptent sur les robots collaboratifs, des systèmes de préhenseurs à vide, des systèmes de vision, des capteurs d'effort qu'on vient greffer au bout du robot. Et puis il y a environ 3-4 ans maintenant, on s'est un peu élargi et on a mis un pied dans l'univers un peu plus des solutions plus complètes. On a commencé avec la palettisation, le vissage et aujourd'hui le chargement-déchargement de machines qui est l'objet de cette discussion. Vous existez depuis 2008. Depuis ce temps, vous avez eu beaucoup d'expérience. Vous partagez cette expérience Exactement. Alors 2008, c'est vraiment le tout début de la cobotique. de l'aventure. Voilà, c'est les balbutiements, on peut dire, de la cobotique. Et robotique est né là-dedans, c'est-à-dire que on vient vraiment de cet univers-là, c'est notre ADN, et on partage cette expérience. Pourquoi on partage? Parce qu'on veut démocratiser ces technologies-là pour nos clients qui, la plupart du temps, ne sont pas des experts de la robotique. Leur cœur de métier est tout à fait ailleurs. Donc on partage ça. Je vous invite à visiter notre site web. On a toute une partie tutoriel en ligne, e-learning, des cas d'études, des e-books qui sont en libre accès directement sur notre site. D'accord. Je vais juste vous représenter Universal Robot, donc avant d'aller plus loin sur ce webinaire. Donc Universal Robot, qui commence quand même à être connu, parce que c'est le leader mondial dans le domaine de la cobotique, c'est une entreprise qui a été créée en 2005 au Danemark, dans la ville d'Odense, qui a commencé à commercialiser au Kobo en 2010, qui a été racheté par une entreprise américaine basée à Boston qui s'appelle Teradyne en 2015. Et Universal Robot a reçu le prix Engelberger en 2018, c'est l'équivalent du prix Nobel dans le domaine de la robotique, parce que vraiment il a été identifié qu'Universal Robot a créé une rupture complète, c'est-à-dire qu'avant pour utiliser un robot il fallait être un expert, et grâce à Universal Robot, en fait, ils ont démocratisé, et aujourd'hui tout le monde peut appréhender les cobots. Universal Robot, c'est plus de 60 000 robots vendus dans le monde. Je crois que les derniers chiffres, d'ailleurs, c'est plus de 75 000 robots vendus dans le monde. C'est 50% de part de marché, c'est le leader mondial, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est une certification ISO 9001. Au niveau d'HMI MBS, on a fait partie des précurseurs. Aujourd'hui, on fête nos 10 ans. Cette année, on a fêté nos 10 ans de partenariat avec UR. Donc, on a vraiment fait partie des précurseurs à croire en la cobotique. On a vu, le pari a été le bon. En 2016, on est devenu préféré distributeur et en 2021, ainsi que cette année, nous sommes Platinum distributeur.
On a vendu plus de 1000 unités aujourd'hui en France. La gamme UR, elle se décompose en deux familles. La famille un peu plus ancienne, qui est la gamme CB3, qui est composée d'un UR3, UR5, UR10, pour 3 kg de charge embarquée, 5 kg de charge embarquée et 10 kg de charge embarquée. La famille Series, qui était la dernière génération, donc avec un UR3, UR5, UR16 et UR10, avec une petite particularité sur l'UR10, parce qu'en fait, il avait la capacité de porter 12,5 kg, des rayons d'action qui vont de 500 mm à 1350 mm. Et cette gamme a été complétée depuis cette année avec l'UR20 qui a été présenté en avant-première au salon Automatica à Munich, et ensuite a été présenté en France en avant-première lors du salon Orphopac il y a 15 jours maintenant. Et donc cette UR20 aura une capacité de charge de 20 kg et un range de 1700 mm. Il sera disponible à la vente à partir du fin de premier semestre 2023. Donc on est là pour parler aujourd'hui de chargement, déchargement de machine. Donc pour juste synthétiser, l'objectif de chargement, déchargement de machine, classiquement, c'est dire on prend une pièce brute, on vient le mettre dans une machine d'usinage et on récupère une pièce finie qu'on dépose ensuite. Exactement. Donc ça, c'est vraiment la thématique du jour et comment on va pouvoir résoudre ces attentes que les clients ont dans ce domaine. Donc quels sont les enjeux? Écoute, je vous écoute. Alors, quand on parle d'application chargement, déchargement de machine, il y a plusieurs enjeux qui remontent, et c'est pas moi qui les invente, c'est tout simplement ce que les clients nous remontent quand nous on va sur le terrain, quand on visite ces clients-là et qu'on s'intéresse un peu à leur activité. Le premier enjeu qu'on peut citer, c'est le temps, finalement, les collaborateurs, les opérateurs qui travaillent avec les machines. La machine a un temps de cycle, donc forcément il y a un temps d'attente de l'opérateur face à cette machine. Aujourd'hui, on entend beaucoup de problématiques face au prix de l'énergie qui augmente et qu'on peut finalement peu contrôler. Peut-être que ces temps d'attente-là, des gains de productivité et de compétitivité peuvent être mis en place pour justement faire face à ça. Et l'automatisation peut en partie répondre à cette problématique de gain de compétitivité. Il y a également après le potentiel humain de l'opérateur qu'il faut citer et qui est de plus en plus pris en compte, et en ce qui me concerne je pense que c'est une très bonne chose. On peut parler des problèmes de TMS, donc l'ergonomie d'un opérateur qui doit toute la journée répéter ces tâches-là, donc charger manuellement sa machine, la décharger tout le temps les mêmes opérations. Également, ces opérateurs humains-là peuvent être affectés à des tâches à plus forte valeur ajoutée au sein de la société. Ça peut être aussi du contrôle qualité. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place autour de ça. Donc ça, c'est des enjeux vraiment relatifs à l'opérateur humain qu'on remonte chez nos clients. Et j'ai envie de dire le nerf de la guerre en ce moment, et je pense que vous aussi vous le voyez dans vos activités, c'est la pénurie de main-d'œuvre sur ces postes-là. J'ai envie de dire 3/4 des clients qu'on visite nous consultent un peu sur ce biais-là, c'est-à-dire aujourd'hui j'ai plus d'opérateurs, je ne trouve plus d'opérateurs pour ces opérations-là. Et finalement, l'automatisation est un moyen de répondre à ça, et c'est pour ça que ces clients viennent nous voir. Donc c'est un peu voilà tous ces enjeux qui se mélangent un peu tous ensemble, si vous voulez. Sachant qu'en plus, on a quand même une problématique où on n'a pas toujours des super grandes séries, donc il faut trouver une solution simple qui puisse permettre aux gens d'exploiter une solution automatique, même sur des petites séries d'usinage, sans passer un grand temps de déploiement. Exactement. Et donc justement, votre solution... Alors, la solution de chargement-déchargement de machines qu'on propose ici, quand on a commencé à réfléchir à cette solution-là, on s'est posé plusieurs questions. Alors, il faut dire d'abord que la solution, l'application de chargement-déchargement de machines, c'est une application phare de la cobotique. Si on regarde aujourd'hui les applications en cobotique, ça fait partie peut-être des 4 applications majeures. Et nous, chez Robotique, on était déjà jusqu'ici impliqués très fortement dans le chargement-déchargement de machines avec la gamme de préhenseurs qu'on développe, qui était souvent utilisée sur ces applications-là. Donc, c'est pas une application nouvelle du tout, c'est une application qui est très bien maîtrisée. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte quand on va chez nos clients, c'est qu'il y a un bloqueur qui se pose très souvent sur cette application-là, c'est la communication entre le robot et la machine. Comment est-ce que mon robot va dialoguer avec ma machine ? Et vraiment, là, on a une espèce souvent de trou béant et il n'y a pas vraiment de solution qui s'offre à ça. Alors, il y a plusieurs solutions qui peuvent être envisagées pour le faire, mais qui sont parfois compliquées à mettre en œuvre, qui peuvent être coûteuses. Un fabricant de machines, par exemple... On a eu des retours de nos clients qui ont fait soit il faut, entre guillemets, savoir un peu bricoler, faire de l'interaction électromécanique, rajouter des relais, des contacts secs pour s'interfacer avec les éléments, soit effectivement faire appel aux fabricants de la machine qui ont développé, qui proposent des cartes interfaces.
Et du coup, on peut programmer avec des codes M qui ont des options effectivement sur les machines commandes numériques. Mais souvent, ces cartes, c'est compliqué. D'après ce que j'ai moi retrouvé en tête, c'est toujours compliqué à mettre en œuvre, compliqué à provisionner. Alors, chaque cas est différent, mais effectivement, on a des retours de clients qui nous disent bah voilà, la première chose que j'ai faite, c'est appeler mon fabricant machine et lui demander combien ça me coûterait d'obtenir une carte chez vous. Et on a des clients qui nous ont dit la réponse a été ça peut coûter jusqu'à 15 000 euros avec des délais qui sont relativement longs. Et dans ce cas-là, c'est sûr que ça peut directement mettre un frein dans l'application si on pense au retour sur investissement qui est à effectuer derrière, parce que bien évidemment, c'est une donnée qu'il faut réfléchir dès le début. Donc ça peut être des freins en fait à la mise en place et au déploiement d'une solution de chargement-déchargement de machines. Et c'est pas parce qu'ils ont mis la carte en plus que la communication est très simple à établir ensuite. Derrière, il peut y avoir un effort d'intégration, il peut y avoir beaucoup de choses à considérer. Donc la carte, c'est juste un élément matériel, mais derrière, il faut la mettre en œuvre, il faut l'interconnecter avec son robot et il faut savoir programmer un peu tout ça. Donc ça, c'est vraiment les enjeux, j'allais dire vraiment purement techniques de la solution de chargement-déchargement de machine entre le robot et la machine. Alors justement, vous pouvez nous décrire votre solution? Alors, petit point important quand même, à préciser tout de suite, cette solution n'est fonctionnelle qu'avec les robots de la gamme e-Series. Ça, c'est déjà un point de base. Voilà. Ensuite, je vous écoute. Voilà. Alors, le contenu de la solution, il est relativement simple. Il y a une partie matérielle et une partie logicielle. Donc, si on s'attache un peu à regarder la partie matérielle, il y a un matériel qui va s'adapter, se greffer, si vous voulez, sur une machine existante. Et encore une fois, je reviens au postulat de base de l'offre telle qu'on l'a définie. Cette solution va s'adapter sur n'importe quelle machine CNC, tour ou fraiseuse, quelle que soit la marque de votre machine et quel que soit le modèle ou l'année de votre machine. Donc ça, c'est vraiment important à garder en tête. Donc qu'est-ce que c'est que ce matériel-là? Ben, finalement, quand on a réfléchi à cette problématique de dialogue entre la machine et le robot, on s'est dit, on va pas s'amuser à aller inventer une espèce de carte ou de module qui va discuter avec toutes les machines, tout simplement parce qu'il y a tellement de machines sur le marché que ça devient un effort considérable et il y aurait toujours une machine qui sortirait du lot pour laquelle on n'a pas la réponse. Donc on est venu prendre le problème à l'inverse, on s'est dit, comment est-ce qu'un opérateur humain, finalement, opère sa machine? Quand est-ce qu'il sait qu'il doit ouvrir la porte, charger sa machine, la décharger, appuyer sur son bouton de départ de cycle? Eh ben, il regarde ses vérines, il connaît les vérines de la machine, il connaît l'état de cycle de sa machine, il va appuyer sur son bouton de départ de cycle, il va ouvrir la porte, fermer la porte, etc. Donc en fait, ce qu'on est venu faire, nous, avec l'automatisation, c'est tout simplement répliquer ce que l'opérateur humain fait. Donc on est venu développer ces petits accessoires qui vont se brancher de manière non invasive sur la machine, et j'insiste sur le terme non invasif dans le sens où on ne va pas ouvrir ou altérer quoi que ce soit sur une machine existante. Donc on va installer des petits détecteurs sur les vérines existantes de la machine. On va installer un bouton poussoir automatique pneumatique qui va s'installer sur le bouton de départ de cycle de la machine. Donc on va pouvoir déclencher le départ de cycle de la machine à distance. On va installer un poussoir de pédale dans le cas d'utilisation d'un tour numérique. Donc ce poussoir-là va s'adapter sur une pédale existante et va pouvoir actionner cette pédale à distance. Et un petit contrôleur, on verra ça plus peut-être dans la partie démonstration technique. Et au niveau du robot, on va installer des préhenseurs, simples ou doubles, avec des morts spécifiques selon les types de pièces que vous usinez. Donc ça, c'est pour la partie matérielle de la solution. Et c'est pas que ça, parce qu'en fait, il y a aussi toute une partie logicielle qui est associée. Voilà, donc ça, c'est la partie un peu plus invisible de la solution, mais on va bien le voir dans la démonstration technique, et c'est vraiment un des points forts et une grosse valeur ajoutée de cette solution-là, c'est la partie logicielle. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, comme je vous ai dit, l'application de chargement-déchargement de machine, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour nous. On est impliqué depuis quasiment les débuts de la cobotique sur ces applications-là. Ce qu'on s'est rendu compte chez nos clients, et je pense que c'est pareil pour vous, Nicolas, c'est que on peut vite arriver à un programme assez complexe avec un grand nombre de lignes différentes. Et à partir du moment où on veut venir changer une taille de pièce ou une nouvelle série dans son programme, bah, on peut vite se gratter la tête et se dire oula, où est-ce que j'ai mis ça dans mon programme? Je me souviens plus. Et finalement, on se perd un peu dans tout ce programme-là. Et ce qu'on voit chez nos clients souvent, c'est qu'il y a une personne dans l'atelier qui est un peu le référent, si vous voulez, sur cette technologie-là, et qui lui sait exactement quoi modifier. Par contre, c'est le seul à pouvoir le faire. Et c'est toujours celui qu'on vient solliciter dès qu'il y a un petit ajustement ou même s'il y a un problème qui apparaît. Donc cette personne-là, généralement, elle court partout. Et là, grâce à votre trame, en fait, vous avez du coup standardisé un peu la trame. C'est ce qu'on va voir aussi. Voilà, on a voulu un peu pré-mâcher le travail et ce qu'on veut, enfin ce qu'on définit là, c'est que le programme tel qu'il est défini, il parle à un opérateur de machine et pas à un expert de la robotique. Donc moi, si je découvre ces technologies-là, mais je suis capable de le comprendre, je suis capable de le configurer et de l'opérer par moi-même. Ça prend un peu de formation, ça prend un peu de
de compréhension, bien sûr, parce qu'on parle de technologie qui peut être nouvelle pour les gens qui nous écoutent, mais vous allez voir la façon dont c'est fait, c'est relativement simple à opérer. Justement, voyons, et je vous laisse passer sur Ouais. la partie démonstration. Très bien. Ce que nous avons ici, c'est une petite machine de démonstration, donc qui est ici à des fins didactiques, un peu pour démontrer la solution de manière claire et compréhensible. Donc une petite machine ici qui représente, j'allais dire un peu la base de la machine CNC, que ce soit un tour ou une fraiseuse. Et ce qu'on est venu faire ici, c'est installer les différents accessoires matériels qui s'installent sur une machine CNC avec notre solution. Donc on retrouve ici 3 capteurs qui sont installés sur les vérines de la machine. Donc ce sont 3 petits capteurs qui vont détecter les états et les changements de cycle de la machine, sachant que les lumières de la vérine, alors je ne sais pas si c'est visible ici dans ce cas-là, mais on peut venir régler cette partie-là pour que les lumières restent visibles pour un opérateur humain. Donc même si la solution est installée, on est capable de voir la machine, son état de fonctionnement actuel. On est venu installer ici un système de bouton poussoir, donc c'est un système pneumatique qui s'installe en fait sur le bouton de départ cycle de la machine. Donc on va pouvoir déclencher en fait le départ cycle de la machine automatiquement depuis le programme avec ce système-là. Certaines machines, il n'y a pas un seul bouton, mais 2 boutons à actionner. On peut venir complémenter et ajouter un bouton supplémentaire. Ici, on a un système de poussoir de pédale, donc qui est utilisé dans le cadre d'un tour numérique pour ouvrir le mandrin à l'intérieur de la machine, qu'on va pouvoir juste mettre sur une pédale existante. Et je peux garder encore le contrôle manuel sur cette pédale, c'est-à-dire que je peux appuyer dessus et venir déclencher manuellement la pédale. Là, c'est un point important que vous êtes en train de relever. Si je comprends bien, vous pouvez installer tout sur une machine, fonctionner la machine avec le Kobo, et sans rien désinstaller, on pousse le Kobo de côté, exploiter la machine en standard. Exactement. Ça, c'était aussi une des spécifications dès le début qu'on a commencé à travailler sur cette solution-là. On voulait que l'opérateur puisse garder un contrôle manuel sur sa machine. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos clients travaillent sur de la petite ou de la moyenne série et parfois pour une production d'un jour pour un client spécifique, ça n'a pas de sens de venir reprogrammer la solution complète juste pour une toute petite série. Dans ce cas-là, l'opérateur a manuellement la possibilité de venir réactionner tous ces accessoires-là, pousser manuellement son bouton poussoir, appuyer sa pédale. Tout est gérable manuellement pour un opérateur. Donc on ne perd pas la main sur la machine et elle n'est pas 100% dédiée à l'automatisation. Donc en termes d'accessoires, tous ces petits accessoires que vous voyez là sont après branchés sur un petit contrôleur qu'on fournit. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. En fait, toutes les entrées sont déjà ici prévues à cet effet. Donc mes capteurs de virine, mon bouton poussoir, tous ces petits accessoires-là vont se brancher sur son contrôleur-là. Et ce contrôleur-là est relié directement à mon robot avec un lien Ethernet. D'accord. Et les besoins en énergie, c'est quoi du coup? Il faut une prise de 120, il faut de l'air comprimé, c'est ça? Oui, il suffit juste d'une alimentation 220 volts et de l'air comprimé pour actionner tous ces petits accessoires. C'est juste ce dont on a besoin. Donc on a vu effectivement un certain nombre d'accessoires qui viennent se rajouter sur la machine d'une façon non invasive. Ça, c'est vraiment important de le dire. L'opérateur peut continuer d'exploiter complètement son matériel, même si toute la machine est déjà équipée. Deuxième point important. Troisième point, c'est une solution qui comporte de la partie hardware que vous nous avez décrite et une partie logicielle que vous allez pouvoir nous présenter maintenant. C'est bien ça. Ouais. Et sur la partie logicielle, l'atout, en fait, c'est d'avoir standardisé la partie programme et vraiment faciliter la programmation. Très bien. Juste pour complémenter sur la partie matérielle, au niveau du robot, ici, on est venu installer 2 préhenseurs. On peut venir en installer qu'un, ça dépend du temps de cycle de l'application que vous avez à considérer. Et également, on offre des petits accessoires, donc des jeux de mort particuliers. Donc ici, pour venir travailler sur, par exemple, des pièces cylindriques. Et on a également des adaptateurs pour venir installer ces 2 préhenseurs-là. On a d'autres systèmes beaucoup plus compacts. Il y a même la soufflette qui est à l'extrémité qui permet de nettoyer en fait. Ouais, exactement. On a même intégré ici une soufflette qui pour venir nettoyer la pièce une fois qu'elle est usinée et ensuite l'étau par exemple à l'intérieur de la machine. Donc tout a été prévu. Alors maintenant, si on passe à la partie logicielle, qui est vraiment un point fort et important de la solution. Alors pour ceux qui ne sont pas du tout experts dans la programmation avec Universal Robot, vous allez voir, tout est vraiment simple à opérer et à programmer. Donc tout simplement, ici, je viens cliquer sur cette fonction-là, déchargement de machine, et je viens opérer la configuration. Donc le système me demande sur quel type de machine je travaille et si j'utilise un seul préhenseur ou 2 préhenseurs. Donc dans notre cas, on va simuler une fraiseuse
et on travaille avec 2 préhenseurs branchés sur le robot. L'intérêt des 2 préhenseurs, ça permet en fait d'arriver avec une pièce brute, retirer les pièces finies, mettre en place le brut et repartir. On gagne du temps de cycle. Voilà, en fait. c'est vraiment un gain en temps de cycle. Donc si vous réfléchissez derrière en termes de productivité face à l'opération que vous avez à réaliser, vous pouvez vraiment ici optimiser vos temps de cycle. Donc après, c'est à vous, selon l'application, de comprendre si ça a un intérêt ou pas. Encore une fois, la solution peut être équipée avec 1 ou 2 préhenseurs. Très bien. Donc ici, je viens tout simplement générer mon programme. Et ce que vous voyez ici, c'est que mon programme se construit automatiquement. Donc en chargement, déchargement de machine, en fait, on retrouve toujours à peu près les mêmes blocs fonctionnels. C'est-à-dire, on va venir prendre une pièce brute, ouvrir la porte de la machine, déposer cette pièce brute à l'intérieur de la machine, fermer la porte, activer le départ cycle de la machine, finalement ensuite attendre que la machine travaille, et revenir ouvrir la porte et reprendre la pièce usinée et la redéposer par exemple à un autre endroit. Donc on retrouve un peu tous ces blocs fonctionnels là. Donc nous, ce qu'on est venu faire avec notre programme, c'est vraiment de pré-mâcher tout ce travail là. Et donc là, je réduis un peu l'arborescence pour vous montrer comment ça se représente. Et vous voyez qu'ici, vous allez retrouver tous ces blocs fonctionnels là qu'il vous faut configurer selon votre application. D'accord. Donc si on commence par exemple sur la prise du brut, le pic blanc qui est la prise de brut. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un exemple. Encore une fois, quand on fait une configuration avec le logiciel, vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'être un expert de la robotique. Le système vous demande de façon très visuelle si par exemple votre prise de brut se fait de façon unitaire. Donc là c'est notre cas, on est venu mettre un brut unitaire. Et il va simplement vous demander ici 2 informations. Un point d'approche pour venir se situer à peu près au niveau de la pièce et un point de prise pour venir prendre la pièce. Et après on a juste un réglage en vitesse, en accélération. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde comprend assez facilement et qui est très simple à programmer. On peut prendre un autre exemple, par exemple sur la fermeture de la porte. Ici, on vient représenter comment ça se passe. On va, pareil, donner quelques positions robot, une position de départ, une position d'arrivée. On règle une force selon la force que la porte a besoin pour être actionnée. Et on vient configurer ça très simplement. Encore une fois, tout est très visuel, tout est très simple à comprendre. Effectivement. Voilà. Et également un autre exemple pour finir un peu là-dessus, sur la partie nettoyage de la pièce, par exemple, une fois qu'elle est usinée. Si vous voulez faire ça en fait avec un programme UR classique, vous allez venir devoir programmer plusieurs mouvements différents et finalement ça va vous générer toute une série de commandes, de code derrière, où c'est là où vous allez commencer un peu à vous perdre dans toute votre trajectoire. Nous, on est venu simplifier ça au maximum. Et on propose complètement là des trajectoires préenregistrées. Donc moi, si je suis un utilisateur, je vais me dire, voilà, je vais utiliser plutôt ce type de trajectoire-là pour mon préhenseur pour venir nettoyer ma pièce. Et tout ça est préprogrammé pour l'utilisateur. Et bien sûr, on a quelques contrôles supplémentaires parce que chaque application est différente. Donc on vient adapter ça vraiment à l'application du client. Et là, vous pouvez nous montrer du coup en programme. Je crois que vous en aviez préparé un en amont. Ouais, donc là, on a préparé un petit programme. Donc on peut vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, donc le robot, je pense, est déjà en position de départ. Voilà, donc ici, le robot va venir prendre la première pièce, l'insérer dans l'étau de la machine. Donc là, l'étau vient de s'ouvrir. Il se referme. Ensuite, on va venir fermer la porte. Et là, vous voyez un peu en temps réel tout ce qui se passe dans le programme. Donc la fermeture de la porte. Et là, vous allez voir le départ cycle, voilà, qui s'actionne automatiquement sur ma machine. Donc mon petit bouton poussoir est venu automatiquement déclencher le départ cycle de la machine. Donc ça, c'est dans le logiciel. On a une fonction qui est ici push button où on va venir actionner ça. Donc là, ma machine, elle est en train de travailler. Et ce que font les détecteurs de Verine, les capteurs ici, c'est qu'ils sont en train de détecter les changements d'état de ma machine. C'est ce qu'on voit dans le programme, parce qu'on voit vraiment le programme qui avance étape par étape. Voilà, donc ici on est sur la commande de monitoring, si vous voulez, de ces Verines-là. Donc là, on est venu simuler en fait un peu ce temps d'attente-là qui correspond à la machine qui fonctionne. Donc là, on a eu un changement d'état de la Verine, et quand la Verine va repasser au rouge, ça signifie, dans le cas de mon application et de mon programme, que la machine est prête à être déchargée. Et dans ce cas-là, le programme va passer à l'étape suivante. On a une ouverture de la porte et une prise de la pièce. Alors, pour les besoins de la démonstration, on n'a pas ici simulé le nettoyage de... Alors si, hop, il se fait, je crois, voilà, il se fait à ce niveau-là. Donc là, on a le nettoyage qui a été fait avec une trajectoire préprogrammée en croix. Et ensuite, on a la prise de la pièce
une fois qu'elle a été usinée et va être déposée. Et après, on redémarre sur un nouveau cycle pour la pièce suivante. Donc c'est un petit exemple de programmation simple, claire, pour un programme de chargement, déchargement de machine. Bah, merci pour cette démonstration, elle est très parlante. Je vous laisse me rejoindre. Merci. Donc l'offre aujourd'hui robotique, elle se décline en trois produits, c'est bien ça, par rapport au chargement, déchargement de machine? Voilà. Alors en fait, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu packager un peu tous ces petits accessoires, ces logiciels, tout ce que vous avez vu là, sous 3 offres différentes. Encore une fois, on essaie de rendre ça le plus simple possible. Quand vous recevez la solution, en fait, tout est déjà pré-câblé, pré-programmé. Vous avez une notice très claire qui vous guide dans l'installation de la solution. C'est vraiment quelque chose de très simple, c'est un pas à suivre. On a également toute une partie e-learning tutoriel en ligne que je vous invite vraiment à consulter sur notre site internet et vous allez voir un ensemble de vidéos qui est vraiment une prise en main de la solution à partir du moment où vous déballez votre carton et vous l'installez sur la machine. Donc on accompagne vraiment nos utilisateurs dans cet Combien de effort. temps il faut? Je pars, donc j'ai mon robot dans son carton, j'ai tout votre matériel dans son carton. À partir de quand je peux commencer à faire des premières pièces usinées? Alors pour un utilisateur vraiment qui débute dans la cobotique, on a déjà fait une formation. Voilà, quand même en gardant en tête qu'il faut quand même, il y a un aspect formation notamment sur le robot à prendre en compte parce qu'il faut savoir un peu de quoi on parle. Hein. On parle quand même de technologie d'automatisation. Donc si on prend l'hypothèse que le client a été formé sur la partie robot et qu'il n'est pas complètement novice là-dedans, en une grosse journée, on va être capable d'installer le matériel et de débuter un premier programme de chargement-déchargement de machine qui est souvent un peu à affiner derrière par itération, mais c'est ce qu'il faut garder en tête un peu sur la première. Voilà. Et après, quand tout est déjà équipé et que je souhaite reprogrammer une nouvelle série, une nouvelle pièce, il faut compter combien de temps à peu près? Alors après, réécrire un programme, ça va dépendre un peu de la complexité, mais si on reste sur un programme simple et un peu classique tel que je l'ai montré là, je dirais peut-être en 40 minutes, on va être capable de reprogrammer une nouvelle série. Donc 3 offres, une avec 2 pinces qui permettait d'accélérer le changement, une offre monopince et une offre sans pince. Voilà, donc c'est les trois kits là un peu que vous voyez à l'écran, donc les 2 préhenseurs inclus, tout inclus, donc c'est vraiment la démonstration qu'on a vue aujourd'hui. La même solution avec un seul préhenseur, si pour des raisons de temps de cycle, un seul préhenseur suffit. Et la solution complète en excluant les préhenseurs, tout simplement parce qu'il y a des applications où nos préhenseurs ne vont pas convenir véritablement pour des questions de pièces plus lourdes, etc. Dans ce cas-là, vous avez tout à fait le loisir d'installer d'autres préhenseurs et conserver l'aspect logiciel et accessoire matériel de la solution pour votre application. Si on doit synthétiser en termes d'avantages, l'intérêt du produit aujourd'hui et de l'offre robotique? Oui, alors il y a plusieurs avantages en termes de valeur ajoutée. On va pouvoir augmenter aussi la capacité de production. On a des clients qui jusqu'ici en opération manuelle se limitaient par exemple à un shift de production, mais qui en automatisant vont un peu plus loin, peuvent partir sur 2 shifts ou même 3 shifts. Donc ça on l'a vu, des clients qui laissent les systèmes opérer la nuit. Donc lui, le robot, vous savez, peu importe l'heure, il va travailler de la même façon. Donc ça, c'est vraiment un point à prendre en compte et à appréhender dès le début du projet. La facilité d'utilisation des systèmes, comme on l'a vu, ça reste simple à opérer et ça parle, j'allais dire, à tout le monde et pas forcément à des experts de la robotique. Un point important quand même à noter qu'on n'a pas souligné ici et qui est vraiment important à comprendre quand on parle de cobotique, c'est que souvent c'est sur le premier projet cobotique qu'on va passer un peu plus le temps parce que ça reste une technologie nouvelle et il nous faut le temps d'appréhender un peu tout ça, que les équipes chez nos clients s'approprient un peu ces technologies et ces matériels-là. Et en fait, c'est souvent sur le 2e ou le 3e projet qu'ils vont implémenter, qui vont gagner beaucoup de temps et qui vont être beaucoup plus efficaces. Et ce qui se passait ici en chargement-déchargement de machine, c'est que le fameux bloqueur entre mon robot et ma machine, ce fameux bloqueur de communication, venait ralentir le 2e déploiement, par exemple, de la solution. Donc tout le temps qu'on avait passé sur la première, on repartait un peu à zéro parce qu'on retombait dans ce bloqueur si on utilise une autre machine qui n'a rien à voir avec la première qu'on a déployée. Donc c'est là aussi l'intérêt de la solution, c'est de dire, comme ça fonctionne sur n'importe quelle machine, je peux la déployer sur une seconde cellule, sur une autre machine, et finalement tout ce gain de temps que j'ai eu sur la première installation va vraiment être véritable sur la 2e installation aussi. Donc on s'affranchit. Notre point, j'en profite, c'est que souvent les clients, retour d'expérience qu'on a chez HMVS, les clients en fait souvent se font insister sur le premier déploiement
soit par nos équipes techniques, soit par nos partenaires intégrateurs, pour vraiment comprendre la technologie, comment elle se déploie, et ensuite ils sont autonomes. Mais c'est vrai que souvent ils sont un peu accompagnés sur le premier projet. Ouais, ça c'est un conseil qu'on donne souvent si vous voulez débuter un peu dans la cobotique et vous êtes un peu perdu sur comment commencer, à qui je dois m'adresser, etc. Un conseil qu'on donne souvent, c'est faites-vous accompagner. Il y a des intégrateurs qui existent. Vous, chez HMI, vous pouvez aussi conseiller vos clients sur les meilleurs moyens d'aborder l'application. Donc gardez ça en tête, c'est important. Nous, on travaille justement avec un réseau d'intégrateurs via HMI MBS, bien sûr. Et ces gens-là sont capables de vous accompagner et de vous déployer ces solutions-là pour une première application cobotique. Donc c'est vraiment important. Très bien, bah, écoutez, merci pour tout ça, pour cette super présentation. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on réponde à vos questions. Donc, quelles sont les questions que nous avons reçues? Regardez ça. On y arrive. Donc, le PC se connecte. Première question, c'est est-ce que le soft sera compatible avec l'UR20? Oui, alors ça c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, bien sûr. Alors l'UR20 n'est pas encore officiellement disponible sur le marché, mais comme on est des gens assez intelligents, on s'attend à ce que ça arrive très bientôt, et nous on travaille en avance de phase, bien sûr. Oui, c'est quelque chose qui va être implémenté sur l'UR20 dans le cas où des portées plus importantes sont nécessaires pour accéder à des machines un peu plus volumineuses et bien évidemment sur des poids de pièces plus conséquents. Alors sachant que nous, en termes de préhenseurs, on va s'arrêter à peu près dans des poids de 5 kg pour la prise de pièces, vraiment au niveau du préhenseur, hein, je ne parle pas du robot. Oui, c'est la pince en elle-même. Voilà, la pince en elle-même. Donc quand on va parler du R20, on va bien sûr pouvoir prendre des pièces beaucoup plus lourdes. Donc ça prendra des préhenseurs un peu plus spécifiques à ça, mais la solution restera compatible dès que l'UR20 est disponible. Deuxième question, si on déplace le robot par rapport à sa position lors de l'apprentissage des trajectoires, comment gérez-vous le recalcul de ces trajectoires lors du repositionnement de robot? L'utilisation d'une caméra pour relocalisation. Alors ça, c'est pas prévu dans la solution Machine Tending d'Office, c'est une solution que vous proposez à côté avec votre caméra RWC, ouais, qui permet avec un tag de se relocaliser. Alors oui, il y a plusieurs façons de faire. Effectivement, c'est un peu le problème, si je comprends bien, de réindexation d'un robot face à une machine. Alors déjà, le premier conseil, moi, que je dis toujours dans ces cas-là, c'est d'abord quand on étudie un projet de chargement-déchargement de machine, c'est de faire un petit calcul de retour sur investissement sur l'utilisation de ce robot face à une machine donnée. Et souvent, on se rend compte que le retour sur investissement est relativement bon. En chargement-déchargement de machine, on parle souvent de retour sur investissement sous les 2 ans. Donc c'est un peu les métriques qu'il faut garder en tête, mais c'est à vous de calculer un peu tout ça. Donc si on peut éviter effectivement de bouger le robot et qu'on se retrouve à un retour sur investissement relativement bon, c'est toujours un bon conseil parce que l'application technique derrière sera plus simple. On évite tous ces problèmes d'indexation du robot. Alors après, je conçois tout à fait, et c'est aussi ce que la cobotique véhicule en termes de flexibilité, qu'on veut partager la ressource robot entre non pas une seule machine, mais peut-être 2 machines, parce que moi dans mon atelier, mes machines ne vont pas toujours tourner en même temps ensemble, donc on peut partager cette ressource-là. Alors il y a différents moyens de le faire. Je dirais que l'indexation mécanique pure et dure, c'est toujours la meilleure. Je veux dire, à partir du moment où vous pouvez venir docker par exemple un système, ça c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça reste simple, peu coûteux et on est sûr que ça marchera bien. Après, pour le cas où c'est pas possible, il y a d'autres façons de le faire. Donc nous, on utilise notamment le capteur d'effort. On a des clients qui ont installé ce type de solution-là et qui viennent, avant le démarrage par exemple de l'application, ils utilisent le robot pour venir détecter la machine à des endroits clés. Ils viennent palper en fait. Voilà, ils viennent palper la machine à différents endroits, sur différents axes, et ils viennent complètement, si vous voulez, changer automatiquement toutes les coordonnées de votre programme suivant la nouvelle position du robot. Donc ça, c'est un moyen de faire. Et un troisième moyen de le faire, c'est d'utiliser effectivement la vision. Donc nous, on a une caméra sur laquelle vous pouvez installer une espèce de tag, un peu comme un QR code, mais qui est un peu différent, sur la machine. Et la caméra va venir localiser ce QR code-là et va analyser la déformation de ce QR code-là suivant la position de votre robot par rapport à la position d'origine de programmation de votre application. Et là, on est capable de redéfinir toutes les trajectoires et les mouvements du robot face à cette nouvelle position. Je pense qu'on a parfaitement répondu à la question.
Autre question, c'est faut-il prévoir une zone de protection de type grillage autour du robot? Alors là, je vais juste faire une petite aparté. Ça va être lié en fait à l'analyse de risque que vous allez faire sur la mise en œuvre. Typiquement, si vous prenez des parallépipèdes et que vous sortez des parallépipèdes rectangles de votre machine, je ne vais pas avoir trop de soucis. Si par contre j'ai un tour et je génère une pointe en termes d'usinage et que je viens manipuler cette pointe ensuite, il faudra voir quels sont les moyens de protection à mettre en œuvre. C'est pas obligatoirement du grillage, ça peut être simplement des garde-corps qui permettent de laisser l'opérateur éloigné de la zone dangereuse. Donc il faut vraiment faire une analyse de risque en fonction de ça, mais bien prendre en compte la pièce en fait que nous usinons en version brute et en version finie. Pareil, si vous avez des tôles ou des pièces très fines à un moment donné qui peuvent être tranchantes, c'est des choses qu'il faut aussi prendre en considération. Délai de livraison, ça c'est une très bonne question. Alors déjà, moi je vais répondre côté Kobo, on est sur 2 semaines. Côté solution, C'est pareil, il faut considérer à peu près 2 semaines pour un système. Donc finalement, sous 2 semaines, vous êtes capable de démarrer une automatisation sur ces technologies et sur ces applications-là. voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles nous pourrions vous répondre? On a fait le tour. Oui. Question naturelle, ordre d'idée du coût. Alors ouais, sur le prix, en fait, donc nous vraiment la partie robotique en termes solutions, en excluant finalement le robot, et je vous laisserai répondre sur la partie robot. La solution va se situer entre 7 000 et 13 000 euros. Ça va dépendre en fait de combien, enfin si vous voulez tous les accessoires, les préhenseurs, etc. Parmi les 3 kits là, dont on a parlé. Et après, il faut considérer la partie robot. Alors la partie robot, si on est sur un UR5, donc avec un 850 de rayon d'action, 5 kg de charge embarquée, on est dans une environ de 27 000 euros. Et si on est sur un UR10, donc avec 1300 mm de rayon d'action, 10 kg de charge embarquée, on va être sur l'ordre de 35-36 000 euros. Donc, voilà, donc ça nous donne une idée claire du prix de l'ensemble. Quelle est la tolérance de repositionnement? Alors j'imagine que vous faites référence à la première question qu'on avait eue à ce sujet-là. En fait, la tolérance, ça va dépendre. Par exemple, si on utilise un système où on vient palper la machine, effectivement, si vous me dites je viens déplacer mon robot d'1 mètre par rapport à la machine, en fait, on peut garder cette tolérance d'1 mètre, mais le robot va venir se déplacer. Donc, la tolérance est vraiment relative à la portée du robot et parce qu'il faut quand même que le robot puisse atteindre la machine et au temps finalement que vous avez pour venir détecter, par exemple, ce repositionnement. Généralement, je fais exprès de grossir le trait en parlant d'1 mètre parce que c'est jamais ce qui se passe. On sait à peu près comment positionner son robot, donc ça pose pas de problème en termes de repositionnement. Encore une fois, si vous avez un système mécanique que vous pouvez implémenter, c'est encore plus simple parce que là, vous ne posez pas la question, vous mettez votre robot là où il est prévu. Quelles sont les autres applications? C'est une question effectivement qu'on avait évoquée tous les deux lorsqu'on a préparé ce webinaire. C'est-à-dire que là, on parle de chargement, déchargement de machines-outils. On pourrait parler chargement, déchargement d'une graveuse laser, chargement, déchargement d'un système de marquage. Enfin, il y a plein d'idées. Et je suppose que vous êtes sollicité aussi, parce qu'à partir du moment où on appuie sur un bouton, on vient ouvrir une porte, fermer une porte, c'est des choses qui peuvent exploiter sur d'autres technos que les machines commande numérique. Voilà. Alors effectivement, moi j'ai parlé machine commande numérique type fraiseuse ou tour, tout simplement parce qu'en fait, nous dans la définition produit, et notamment sur l'aspect logiciel que vous avez vu, les différents blocs fonctionnels et le langage, le vocabulaire qu'on utilise est adapté à ces machines-là. Donc effectivement, ça se prête bien à ce type de machine-là dans la séquence du programme, etc. Après, si vous avez une machine qui n'est pas forcément un tour numérique, et ça peut être, comme vous dites, du gravage laser, etc., mais qu'on retrouve ces blocs fonctionnels de chargement, déchargement, prise de pièces, fermeture porte, départ cycle, vous pouvez tout à fait l'utiliser sur ce type de machine-là. On a même eu des clients qui utilisent, par exemple, des presses, et on retrouve parfois un peu les mêmes opérations à quelques blocs fonctionnels près. Vous pouvez l'utiliser pour ça. Justement, question d'après, est-ce que c'est prévu sur les plieuses? C'est exactement ce que je dis. Déjà, premier point, moi je voudrais signaler sur les plieuses qu'on a déjà automatisé du chargement, déchargement de plieuses. Il faut sécuriser la zone, parce qu'en fait, souvent les plieuses, c'est des commandes bimanuelles, ce qui fait que l'opérateur est bien sécurisé. À partir du moment où c'est le robot qui déclenche le cycle de la plieuse, on est obligé de sécuriser complètement la zone. Ça, c'est le premier point. Alors, ça peut se faire simplement avec des barrières immatérielles, enfin 2 barrières immatérielles, émetteur-récepteur, et 2 miroirs pour bien définir la zone. Et après, par contre, le fait de charger, souvent, on vient poser une tôle qu'on vient mettre en appui sur une butée. Donc on n'est pas tout à fait sur le même mode de fonctionnement, mais c'est peut-être quelque chose qui est adaptable. Voilà, on n'est pas tout à fait sur ces fameux blocs fonctionnels que je décrivais là, mais ça peut fonctionner dans le sens où le programme tel que je l'ai montré pré-mâché par nos soins, ça reste un programme UR, donc on peut venir retirer ou ajouter des blocs fonctionnels suivant l'utilisation et suivant la machine qu'on a.
Un petit point que vous avez mentionné quand même sur les plieuses, et ça c'est quelque chose qu'on regarde en fait avec nos clients quand les demandes arrivent, donc je vous invite peut-être à nous recontacter si vous avez une application précise en tête, c'est au niveau je sais que sur les plieuses parfois il faut appuyer sur 2 pédales à la fois ou sur 2 boutons à la fois, donc après il faut voir en termes d'accessoires, est-ce que on peut adapter ça suivant la machine que vous utilisez. Encore une fois, ça va rester un peu plus du cas par cas dans ce cas-là. D'accord. Mais on vous accompagne et on regarde ensemble l'application précisément. Une dernière question peut-être? Où on a fait le tour? Bon, bah écoutez, merci à tous. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, à nous recontacter, aussi bien robotique que chez MBS. On reste à votre disposition pour répondre à d'autres questions. Et si vous souhaitez qu'on vienne vous présenter le matériel chez vous, c'est aussi des choses qui sont tout à fait envisageables. Merci Vincent. Merci de votre accueil et merci à tout le monde. Voilà, je profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2023. Au revoir.